Bonjour à tous pour cette session GWT, bienvenue. Avant de démarrer cette session, on va parler de beaucoup de choses. J'aimerais juste faire un petit sondage dans la salle. Régulièrement, tout au long des années, j'ai toujours eu l'habitude de demander dans la salle qui développait en JavaScript. Et voilà. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui développent en JavaScript ? D'accord, 80% de la salle. Alors, parmi vous, qui aime profondément développer en JavaScript? Et ça c'est marrant, ça c'est quelque chose qui ne change pas avec les années. Donc on en a peut-être 10% de la salle aime profondément développer en JavaScript. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que vous êtes dans la bonne session justement parce que vous n'aimez pas JavaScript, mais vous allez voir que tout au long de ces 3 jours, on a eu beaucoup de sessions basées sur React, Angular, les trucs en JavaScript dans tous les sens avec des syntaxes, etc. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on commence à être un peu perdu, quoi. Un peu, ça fait beaucoup. Donc, on va, avec cette session, vous allez voir, on va avoir pas un souffle nouveau, puisque GWT existe depuis quand même pas mal d'années maintenant. Mais vous allez voir que finalement, c'est une techno qui est, on va dire, pas démodée. Bien au contraire, complètement au goût du jour. Et plus que jamais, il faut absolument qu'on garde les pieds sur terre et qu'on continue à développer en Java pour faire du web. Donc cette session va se baser sur une technologie qui s'appelle GWT. Donc il n'y a pas eu beaucoup de choses pendant ces 3 jours autour de GWT en termes de session. Je m'appelle Samy Jabert, je travaille dans une société que j'ai fondée une dizaine d'années. On est on fait essentiellement du GWT depuis une dizaine d'années. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais GWT est né en 2006. On est en 2015. L'année prochaine, GWT va fêter ses 10 ans là où Java fête ses 20 ans. Est-ce que vous connaissez une seule techno aujourd'hui qui a 10 ans? Une seule. À part JSF ou ASP.NET. 10 ans. Struts. Oui. Je sais pas, tu peux sortir. Il faut lui ouvrir la porte. Il y en a pas. Angular a 2 ans et il se suicide l'année prochaine. Non mais... c'est quand même un monde de dingue, quoi. On vit dans un monde de dingue. J'étais à la session de Romain tout à l'heure sur l'avenir du web, où on a vu des tas de choses autour d'Angular 2, de React, où il y avait 4 ou 5 syntaxes différentes à base de syntaxe moustache avec des dièses, des tacolas, des trucs, moi j'ai l'impression que il y avait une caméra cachée et qu'à la fin il y avait Béliveau qui allait débarquer en disant non, c'est une blague, on développe pas comme ça aujourd'hui, c'est pas comme ça, non. Donc GWT, plus sérieusement, c'est plus que jamais une techno d'avenir. Si vous allez quelque part et que quelqu'un vous dit ah, tu connais GWT, t'as déjà mais c'est pas une techno morte, etc. Non, voilà. Ça c'est ce que une majorité aujourd'hui de gens pensent, que GWT fait partie d'une techno du passé. On va en reparler. Donc dans cette session, on va parler des nouveautés de GWT, des applications hybrides, des performances de GWT 2.8, du support de Java 8, de JS Interop, etc. De tas de choses qui font que GWT est tout sauf une techno morte. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est principalement la technologie qui a été retenue pour quelque chose qui n'est quand même... Gmail 2.0, quoi. Google Inbox a retenu GWT comme technologie. D'accord ? Donc, juste pour vous résumer, Google Inbox, c'est un petit peu l'avenir de Gmail. C'est tout ce que Google a dans les cartons en termes d'expérience utilisateur au niveau du mail et du partage de choses, des conversations un peu plus évoluées. Je vous engage vraiment à télécharger Google Inbox juste pour vous faire une idée de ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. C'est aussi la techno qui a été retenue pour Google Spreadsheet. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont testé Google Spreadsheet. Voilà. Non mais Google Spreadsheet, l'appli parle pour elle-même, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un Bac+10 pour comprendre que c'est performant, ça utilise le moins d'empreintes mémoire possible, on peut faire des choses, ça va très loin. Et Google Spreadsheet, ça a été retenu par Google l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour être écrit en GWT. Je veux dire, ils n'ont pas choisi Ember, Angular ou je ne sais quoi pour écrire Google Spreadsheet. Donc, je veux bien insister là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, les applications type Ember, React, Angular,
tous ces outils JavaScript qui demandent un développement JavaScript à la main ont un intérêt. Je veux dire, ont un marché aujourd'hui. C'est probablement celui des sites web applicatifs. Ce que j'appelle moi les sites web applicatifs, c'est des sites, enfin c'est des applications web avec une forte tendance à tout ce qui est affichage d'HTML, skinnable, c'est-à-dire qu'on peut modifier, etc. GWT cible vraiment un certain type d'application complexe, avec des IHM complexes, on peut faire des choses assez complexes. Et dès qu'on veut faire des choses complexes, il nous faut un langage adapté, donc un langage structuré. C'est là où JavaScript a plus de mal. Si JavaScript n'avait pas plus de mal, Angular 2 n'aurait pas choisi un langage typé comme TypeScript pour écrire son framework. On a aussi du GWT sur AdWords, Google Group, Hotel Finder, Moderator, Golflight, Checkout, Jerit, Angry Birds. Angry Birds, c'est écrit en GWT. Google Web Font, Blogger, Offer, Stake. Enfin, voilà, je peux continuer comme ça. Et si vous voulez des applis en dehors de Google, vous allez sur le site guitproject.org où vous avez plusieurs exemples d'applications qui utilisent GWT en 2015. Mais il y a eu quand même une sorte de renouveau. Parce qu'il faut avouer que pendant 2-3 ans, le changement de gouvernance, la modification avec un nouveau steering committee chargé de prendre en charge l'évolution de GWT a fait que, voilà, il a fallu un nouveau logo, un nouveau site ont été créés cette année. C'est une communauté de plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde, GWT, des grands noms de l'industrie. On a Google évidemment, Red Hat, voilà, qui s'y met pas puisque ça fait un moment, d'accord, que cette techno existe. Donc, je vous engage vraiment à faire un tour sur gwtproject.org. Alors, pour la petite histoire, hein, les anglo-saxons préfèrent utiliser le terme GWT pour qualifier GWT. En France, on est très acronyme, mais voilà, ça m'arrivera de parler de GWT. Les perfs, c'est important. Ce qui est intéressant dans cette techno, c'est qu'elle est essentiellement basée sur un compilateur. On l'oublie souvent que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un compilateur quand on veut des applis performantes sur le web. Qu'est-ce qu'il va faire ce compilateur? Il va exécuter des tas d'optimisations. C'est le GCC du web qui prend du Java, qui exécute et qui compile ce programme-là et qui va nous générer du JavaScript qui reste, voilà, je sais que certains n'aiment pas ce terme-là, mais l'assembleur du web. Et pour moi, ça restera l'assembleur du web. Et à partir du moment où on voudra structurer JavaScript, ça deviendra plus JavaScript, ça s'appellera TypeScript. ECMAScript, ES6 ou ES7, ce que vous voulez, mais on part de plus en plus hors des sentiers battus de JavaScript. Donc les perfs en termes de benchmark. Vous avez ici le Box 2D qui est un algorithme célèbre qui a été développé en Java. Donc si vous l'utilisez avec la JVM Java, donc en natif, GWT, en JavaScript, avec la Dart VM en Flash ou en Dart ou JS, vous voyez le positionnement de GWT parmi toutes ces technos. C'est ce compilateur qui permet d'avoir des performances avec le moteur V8 de Chrome proches de ceux de la JVM Java. D'autres benchmarks sur des algorithmes différents, Delta Blue, Splay, Raytrace ou Richards, entre une comparaison de GWT et JS, vous voyez que systématiquement GWT est devant JavaScript. Pourquoi? Mais simplement parce qu'on a un compilateur qui va faire de l'inlining, du type tining, qui va faire des tas de choses pour que votre application générée soit plus performante. En taille de code généré, tout le code que vous n'utilisez pas est enlevé du script final. Vous avez des tas d'optimisations qui font que on ne paye que ce qu'on utilise avec GWT. Donc, c'est ce même programme qui est Box 2D, utilisé en C, en JavaScript, en Flash, en Dart ou JS. C'est GWT qui se positionne le mieux avec la taille de code la plus restreinte, 85 kilobytes pour exécuter, pour représenter Box 2D. Alors la version actuelle. La version actuelle, c'est GWT 2.7 qui est sorti en décembre 2014 avec une nouveauté qu'on attendait depuis très longtemps. Parmi vous, certains ont déjà utilisé GWT, une version 2.5, une vieille version, à 80% quasiment de la salle, d'accord. Donc c'est une grosse nouveauté attendue depuis la version 2.6, 2.5. C'est ce fameux super dev mode. Ce qu'on reprochait, à juste titre d'ailleurs, il faut vraiment admettre que GWT a souffert pendant quelques mois de ces problèmes de lenteur quand on compilait l'application, le dev mode était assez lent. Quand on avait des applications assez restreintes, ça allait, mais dès que c'était complexe, avec des centaines et des centaines d'écrans ou de classes Java, etc., ça commençait à être un peu lent.
tout ça est réglé. On a maintenant un compilateur incrémental. Vous modifiez 3 lignes de code, c'est ces 3 lignes de code qui vont être mis en corrélation avec la compilation n-1 et on ne va compiler que des deltas. Donc c'était attendu depuis très longtemps. Voilà, c'est sorti dans GWT 2.7. Une intégration, donc on a une sorte de mode compile and refresh. Alors attention, ce qu'on gagne d'un côté, parfois on le perd de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en mesure maintenant de coder en Java, F5, en 1 ou 2 secondes, vous rafraîchissez, vous compilez votre appli en JavaScript. Par contre, vous allez débugger du JavaScript. D'accord? Donc il faut être conscient qu'on va débugger de la même manière que ceux qui débuguent aujourd'hui de l'Ember, du React ou de l'Angular. Avec quand même un petit bémol, je veux dire un bémol positif, c'est que l'écosystème Git va s'appuyer sur SourceMap, sur des plugins qui vont vous simplifier cette tâche pour vous. Et en fait, on va être en mesure de s'attacher à distance au débuggeur de Chrome, typiquement, et pouvoir faire du pas à pas sous Eclipse dans du code Java et de débugger le code JavaScript avec du source map injecté à l'exécution. Donc on a des tas aussi de bugs fixes avec cette version, des améliorations des performances, des strings, des arraylists, des hashmaps, un peu tout ça. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette fameuse version. Alors, ici, j'ai un projet Git. Alors, qui est pas en 2.7, qui est avec un snapshot de la 2.8, mais on a globalement les mêmes fonctionnalités par rapport au Super Dev Mode. Donc, pour ceux qui connaissent, ça n'a pas bien changé, hein, sauf qu'on a une option supplémentaire qui se rajoute, qui est ce fameux Super Dev Mode. Donc, ici, on est en Java. D'accord. Donc, on code en Java. On a toujours notre fameux module Git, notre code Java. Tout ce qui est situé dans le package client est toujours quelque chose qui va être généré en JavaScript. Pour tout le reste, c'est du serveur, ça reste en Java. D'accord. Donc, alors, je sais pas vous, mais la plupart des démos qu'on a eues pendant ces quelques jours, c'était des to-do list en JavaScript. Donc, on s'est dit, on va pas vous bassiner avec un énième to-do list, et on a essayé de faire une application un peu plus riche. Donc c'est une petite appli d'e-commerce avec une gestion de panier, des produits, on peut ajouter des choses dans le panier. Voilà, donc voilà, c'est sans prétention, mais le code est disponible sur GitHub, hein, vous pouvez y accéder totalement en accès libre, vous pouvez le reprendre, le forquer, le modifier sans problème. Donc ici j'ai mon code Java, et je vais vous montrer cette fameuse fonctionnalité Super Dev Mode. Donc Run as, ça change pas, on a le plugin Eclipse. Alors, si vous êtes sous IntelliJ, ça fonctionne de la même manière, parfois même mieux. Donc, Super Dev Mode, je fais un run, c'est la première fois que j'exécute ce Super Dev Mode, ici. Voilà, il va tourner en tâche de fond, voilà, il va me charger certaines choses, et ça change pas, j'ai toujours ma fameuse URL à copier qui est là, d'accord, j'ouvre mon Chrome, mon Firefox, ou ce que vous voulez, préféré. Je mets cette URL ici, et j'ai une compilation. Alors la première compilation est forcément un peu plus longue, puisque c'est là où on va vous créer le fameux snapshot de votre appli. Donc voilà, là voilà l'application, hein, c'est un e-shopper avec des produits. Je peux ajouter des produits dans mon panier, ici. Je peux avoir le détail d'un produit en particulier. Tout ça, évidemment, avec le précédent, la touche précédente, touche suivante, qui est paramétrée, configurée. Alors, ceux qui connaissent Angular, l'équivalent des routings en GWT, c'est d'Activity and Places. Ce fameux panier qui est là, voilà, qui affiche les produits qui sont dans le panier. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une modification de code et l'expérience utilisateur. Changement de code, rafraîchissement. Alors, pour ça, on est dans la classe carte IMPL. Et ce que je vous propose de faire ici, c'est que si on clique sur le produit qui est dans le panier, on n'accède pas au produit en question, au détail du produit en question. Donc on va juste rajouter ces 2 lignes ici pour pointer vers le produit. Voilà. Je sauvegarde, CTRL-S ici, l'avantage d'un framework comme GWT. Je fais mes imports qui vont bien. Voilà. Ici, j'ai rajouté mes 2 lignes. Donc, je pointe vers la place qui est en fait la page qui va être appelée. Et j'ajoute, je ne sais pas si vous avez remarqué, un handler. Add click handler. Et si vous regardez bien l'événement, on utilise une syntaxe ici particulière qui est la syntaxe des lambda expression du JDK 8. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Voilà. F5, ici. Et vous allez voir, voilà,
Ça a été compilé. Toute mon application Java a été compilée en JavaScript. Je ne vais pas vous la refaire, puisque du coup, comme il n'y a plus de modifs, ça va être quasiment instantané ici. Mais il y a une cross évolution. Je clique sur le produit, j'accède aux détails du produit. D'accord? Voilà. Merci. Alors, on va essayer un peu de complexifier la chose et je vais vous montrer maintenant l'expérience de debug. Ça, c'est intéressant aussi de savoir, du coup, avec ce super dev mode, comment est-ce qu'on fait pour débugger maintenant. Alors là, on va se mettre un petit point d'arrêt sur la page de contact, tiens. Sur la page de contact qui est ici, dans la vue contact. Là, tac. Et on verra le contenu de cette vue contact un peu plus tard. Donc je ferme mon Chrome, tout simplement, là. Et ici, un petit plugin qui s'appelle SDBG va me proposer le debug, là, en passant par Chrome et par l'environnement remote debug de Chrome. D'accord? Alors comment ça va fonctionner, ça? Si je clique ici sur Contact, là, vous voyez Eclipse qui s'allume en bas, ici. Et je passe en mode debug du code Java. D'accord? J'insiste bien là-dessus. Ce que vous voyez à gauche, ici, c'est l'équivalent de la stack trace de Chrome, puisqu'on pilote à distance avec les outils remote debugger de Chrome, toutes ces choses-là. Et SourceMap a été injecté. Donc il y a une correspondance qui est faite entre ce que vous voyez dans Eclipse et ce qui s'exécute proprement dans le navigateur. Petite parenthèse. Si vous avez un téléphone mobile, si vous faites du développement multi-plateforme, tablette, mobile, etc., si je prends mon mobile, je connecte un câble USB sur mon Eclipse, je pilote mon application, je vais rentrer en mode debug et je vais pouvoir débugger sur mon Eclipse ici, l'application qui tourne sur mon mobile. Voilà ce qu'on ne pouvait pas faire avec le dev mode il y a encore quelques temps. D'accord? Et on peut le faire avec ce fameux super dev mode. Donc, le watch des variables, donc ici par exemple, je peux faire un F6 suivant. Tac. Voilà, je peux afficher le contenu de toutes mes variables, F6, géolocalisation, voilà, etc. Donc, et le contenu, vous l'avez qui s'affiche ici. Donc, j'ai fait une exécution, un resume, et ma page se lance ici. D'accord? Donc, voilà, en termes d'expérience utilisateur, ce qui va nous manquer, c'est le nommage des variables. Puisque du coup, comme on passe par SourceMap, il y a quand même des choses qui sont plus liées au monde JavaScript qu'au monde Java. Alors avant, si vous aviez l'habitude de voir du joli bytecode Java avec un bon stack trace, avec des noms de variables, des watchers un peu particuliers, ben là, il y a encore des progrès à faire. On est dans le monde JavaScript, tout ça évolue, et on utilise Chrome pour remote débugger. D'accord? Donc on espère qu'à terme, il y aura une seule API qui nous permettra de débugger plusieurs types de navigateurs différents. Une autre nouveauté de GWT 2.7, qui va aussi être enrichie dans la version 2.8 et dans la version 3.0 dont on va parler, c'est cette fameuse API JS Interop. Voilà, qui a été annoncée il y a quelques temps lors de la conférence Git Create. On a vu les premiers jets de ce patch dans GWT. Alors ça c'est pas une révolution, mais en tout cas, c'est vraiment un bol d'air frais par rapport à quelque chose qui s'appelait et qui s'appelle toujours JSNI, qui est la possibilité d'interopérer, de s'intégrer avec du code JavaScript. Ça n'a jamais été aussi simple de pouvoir discuter avec du code JavaScript. Vous mettez des annotations, @JSType sur les interfaces, @JSProperty sur les propriétés, et derrière le compilateur va faire en sorte de vous générer tout le code qui va bien pour s'intégrer avec du JavaScript. Alors ça va plus loin, beaucoup plus loin que ça. JS Interop, c'est aussi la possibilité de s'insérer dans la chaîne de prototypes JavaScript. Alors pour faire simple, vous savez que l'héritage en JavaScript n'existe pas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de développeurs JavaScript qui disent « mais si, l'héritage, non ». Ce qui existe, c'est ce concept de chaînage de fonctions avec prototype, d'accord, en JavaScript. Mais la plupart des frameworks que vous utilisez, que ce soit Angular, Ember, React, utilisent cette chaîne prototype, d'accord, pour faire des abstractions. Avec GWT, on va être en mesure de sous-classer une variable qui a une chaîne de prototypes, d'accord, et s'insérer à l'intérieur de cette chaîne-là pour sous-classer quelque chose qui est de l'ordre du prototype. Inversement, du code JavaScript va pouvoir prototyper quelque chose qui va être exporté à partir du code
GWT. Donc en fait, on est complètement dans un mécanisme bidirectionnel. Jusqu'à présent, on parlait souvent dans GWT de JSNI comme, alors, en GWT, on sait utiliser du code JavaScript, on sait discuter avec du code JavaScript. Là où ça posait un petit peu de souci, c'est l'inverse. C'est que souvent, ce qu'on veut aussi, c'est que le code JavaScript appelle du code GWT. Alors vous allez me dire, mais ça sert à rien. Si, en fait, si, parce que dans les années qui viennent, de plus en plus de pans du framework GWT vont être délégués à JavaScript. D'accord, on va y venir. Et du coup, vous allez avoir, par exemple, je dis une bêtise, mais Angular, vous allez pouvoir faire du code Angular, et à un moment donné, utiliser avec Bower ou autre chose, un framework qui a été développé en GWT. D'accord. On peut même imaginer que ceux qui ont développé jQuery aujourd'hui, le développent en GWT et proposent jQuery à la communauté JavaScript. D'accord. Donc tout ça est fait de cette manière, avec @jstype, ici, prototype. On utilise ici une fonction polymère, on va en reparler un peu tout à l'heure, mais voilà, il y a vraiment une intégration bidirectionnelle, je veux vraiment insister là-dessus. Alors, ça fait appel à d'autres choses. Puisque c'est maintenant très simple de prendre un point JS, de le wrapper avec du GWT, de l'appeler, autant faire en sorte que les toutes dernières API HTML5 soient à dispo du grand public le plus vite possible dès qu'elles sont prêtes. Vous téléchargez en fait, avec GWT si vous voulez, vous allez avoir un mécanisme très simple qui s'appelle Elemental. Elemental, c'est un outil qui va aller sur le site du W3C, qui va récupérer toutes les nouvelles fonctions du W3C. Je pense à WebRTC, je pense au WebSocket, je pense à des tas de choses, voilà, les templates, les imports, enfin toutes ces choses-là. L'offline, par exemple. À partir de l'IDL, qui est un langage de spécification qui permet via des interfaces de spécifier ce que contient en tout cas l'API JavaScript, vous allez générer un jar Java que vous allez mettre dans votre classe pass et que vous allez pouvoir utiliser de cette façon-là. $window.new event source, voilà, si vous voulez envoyer un message particulier, new file reader, get opener, post message, si vous voulez faire du WebRTC ou n'importe quoi d'autre, get user media. En fait, vous allez avoir accès très vite et dans un langage fortement typé, qui est Java, aux dernières API HTML5. D'accord? Tout ça se fera dans une seule permutation. Une autre nouveauté de GWT 2.7, c'est ce support de GSS. Alors jusqu'à présent, c'était un peu compliqué de faire du CSS3 avec GWT, avec les bundles, etc. Donc là, il y a une intégration des Google Style Sheets dans le framework, et vous avez la possibilité maintenant de faire de l'équivalent du CSS3, un peu comme on fait avec du less ou du Sass, en utilisant des variables, en utilisant des conditions, des mixins. Tout ça, évidemment, va être minifié et compilé. Alors, rappelez-vous, le but de GWT, c'est de ne générer que le code qu'on utilise. Donc, si vous avez des styles qui ne sont pas forcément utilisés, ils seront logiquement prunés. Donc, on va remplacer la classe CSS Resource, fur et à mesure, par une classe GSS Resource, qui va vous permettre d'insérer n'importe quel type GSS dans votre application et l'utiliser. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de cette manière-là. Vous avez ici un exemple avec une définition de la couleur d'arrière-plan. Ici, BG Color, RGB, qui est défini là, avec des différents mixins pour définir là encore des fonctions qui vont être appelées. Body, logo, voilà, mixin size. Et ça va générer ce fameux style CSS. Ce qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire du JavaScript à la main, il vous faut soit du less, soit du Sass. Pour faire du Sass, ça utilise un compilateur qui va générer certaines choses. Alors, des fois, c'est des compilateurs Python, des fois, c'est des compilateurs trucs. Donc, vous vous retrouvez à faire du JavaScript, mais à devoir aller télécharger Node ou aller télécharger Python. Là, vous êtes dans un environnement qui est totalement homogène, en fait. On fait du GSS, le compilateur Java de Google va générer style.css. Donc, il suffit simplement d'activer GSS avec la propriété set configuration property name, ici, enable GSS à true. Et vous avez du GSS. Ça, quand même, c'est pas mal. À l'heure où on parle de plus en plus de tout ce qui est application un peu responsive, il n'y a rien de mieux que faire du GSS aujourd'hui. Petite chose supplémentaire dont on va bénéficier par rapport au framework JavaScript, c'est que l'essentiel ici de vos variables, tout ça, pourra tirer parti des permutations GWT. C'est-à-dire que vous pourrez complètement personnaliser la génération de votre CSS par rapport au navigateur cible. Si vous faites du responsive design à la mode Media Query, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Media Query, c'est un mot-clé qui existe dans le standard CSS.
Vous faites des media queries. En fonction d'un écran, s'il est petit, vous affichez ça. S'il est large, vous affichez autre chose. S'il est très large, vous mettez le maximum de choses. Ce qui est un peu embêtant avec les media queries, c'est que vous téléchargez votre CSS côté client et en fonction de la taille, vous allez exécuter certains types de CSS. Avec ce mécanisme-là, on va pouvoir faire du responsive en embarquant dans le CSS cible uniquement ce qui correspond à la taille de votre device. Donc c'est évalué forcément à la compilation. Encore quelque chose qui est rajouté par ce compilateur. C'est une possibilité, une richesse supplémentaire qui est offerte par ce compilateur. Donc les fonctions et les conditions sont évaluées à la compilation. On n'embarque que ce qui est nécessaire dans le navigateur. D'où la présence de ce dollar, enfin @if, else-if, en fonction de propriété. Est-ce que je suis sous Safari? Est-ce que je suis dans une propriété particulière? Vous pouvez customiser complètement via des thèmes un site de cette manière-là, en embarquant uniquement ce qui vous concerne. Alors ça c'est GWT 2.7. GWT 2.8 maintenant. Alors GWT 2.8 supportera Java 8. Ça, c'est quand même quelque chose de fantastique. Pourquoi? Quand je vois ces sessions JavaScript, on nous dit, dans 2 ans, on aura EC6, EC7, EC9, on aura TypeScript avec des classes, des extends, des génériques, des annotations. Mais je me dis, mais ça n'a aucun sens. On est en train de transformer JavaScript dans quelque chose qui est un simili Java. Mais aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire avec GWT. Dans la version 2.8, qui arrivera bientôt, on sera compatible Java 8. Donc quand les développeurs JavaScript disaient « Mais non, c'est trop verbeux Java pour faire des IHM », ça se comprend parce qu'on crée souvent des handlers, on va accéder au DOM, on va faire des tas de choses. Mais Java 8 est quand même un langage assez concis, on va le voir. Il y aura aussi une version un peu plus évoluée de JS Interop, une meilleure expérience de debug. Il y a des tas de travaux à ce sujet-là faits par les gens de Google. Le support de GSS par défaut, une compilation encore plus rapide. Alors quand vous voyez qu'on est de l'ordre de 1 à 2 secondes, bon, et des travaux autour des collections pour les rendre encore plus rapides. Le support du JDK 8. Les lambdas, je vous ai montré tout à l'heure dans la démo la possibilité d'utiliser des lambdas. Les références de méthodes, les méthodes par défaut, ce qu'on appelle les Defender Methods, l'émulation du package Java Util fonctionnal qui va nous permettre ici d'avoir des choses qui ressemblent à ça. Ici, voilà, ma classe, exemple, les lambdas, utiliser des runables, voilà, .run, voilà. Donc, on va avoir quelque chose d'assez concis quand même avec ce support du JDK. Des collections beaucoup plus rapides, l'optimisation des collections. Ce qui est intéressant avec un compilateur où on émule du code, c'est qu'on peut complètement faire des optimisations ciblées sur le code Java qui est utilisé. D'accord? Typiquement, quand on fait un arraylist.get de i, il y a des choses qui sont faites en Java dans votre JDK. Ben là, nous, il va y avoir des optimisations pour JavaScript. Une intégration plus étroite avec les types natifs JS plutôt que de passer par des itérateurs. On va avoir des annotations type iterate as array pour éviter et éliminer l'autoboxing, de passer par des objets qui encapsulent des types natifs. On sera capable d'utiliser le type natif Javalang number ici vers le type natif number de JS. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'avenir, les types natifs JS de d'ECMAScript 6, donc ES6, ES7, on parle des modules qui vont arriver dans les prochaines spécifications JavaScript. Ben là, il suffit dans GWT simplement de modifier le compilateur. Vous avez le même code et vous générez du code ES6, ES7. Ils peuvent inventer ES10 demain ou TypeScript. Je ne sais pas si TypeScript devient le standard du web, on pourra générer du TypeScript. Mais on reste en Java. Avec ce support du JDK 8, je vous montre ici la verbosité du code. Regardez à quel point Java devient aussi concis que JavaScript, sans les défauts de JavaScript. Vous avez du code Java 7 ici, avec un runnable. En JavaScript, on fait var, task, function, do something. Voilà ce que reprochaient les développeurs JavaScript il y a quelques années à GWT. En disant, mais regardez, moi en une ligne, je fais function, do something, je mets ça dans une variable, etc. Avec Java 8, on fait la même chose. Ce que vous avez ici en JavaScript, vous l'avez ici en Java 8. Voilà. À quoi ça sert de réinventer des énièmes langages pour JavaScript? Si on se projette un peu plus loin, alors ça c'est des choses qui existent déjà dans les technologies utilisées par Google sur GWT, typiquement Inbox. On va être en mesure, grâce à ce compilateur, de tirer parti de bibliothèques JavaScript comme Delta.js ou autres, qui permettent en fait de télécharger des applications GWT offline
en faisant des deltas. Donc un client possède la version 1.2 de son application. Il demande la dernière version qui est la 1.3 située sur le serveur. Avec une sorte d'algorithme VCDIF, on va envoyer uniquement le patch correspondant au delta entre la version 1.2 et 1.3. Et ça va être mis en cache et utilisé en mode offline quand vous déconnecterez le réseau. Donc c'est pour ça que ça a de plus en plus un intérêt du GWT. Pourquoi? Parce que des applications comme Inbox ou autres, Spreadsheet ou je ne sais quoi, de plus en plus sont ce qu'on appelle des applications monolithiques, multi-tiers, d'accord, couche de présentation, couche de service, couche d'accès aux données, dans lesquelles on veut être capable de déployer tout ça de manière monolithique sur un browser, un navigateur, et d'exécuter les mêmes services qui seraient des services serveurs, mais de les exécuter dans le navigateur. Sauf que vous n'accédez pas à votre base Oracle ou je ne sais quoi, vous allez accéder au local storage de votre navigateur avec des systèmes de cache, etc. Vous voyez, on a de plus en plus affaire à des applications qui doivent pouvoir être déployées différemment. Mais si vous avez des langages différents entre la couche de présentation et la couche de service, c'est plus possible. C'est pas possible. C'est pour ça aussi qu'Inbox et Spreadsheet réutilisent 70% de leur code Java sur plusieurs devices différents. Android, c'est du Java. On réutilise ce code Java. Sur le navigateur, sur Chrome, etc., Firefox, c'est du GWT, c'est du Java, même si ça génère du JavaScript. Eh bien, on réutilise le même code Java. Plus que jamais, avoir un langage unique a un sens. D'accord? Un sens. Parce qu'on partage des choses avec le serveur. On ne sait pas à l'avenir si on va pas réutiliser du code. Vous faites des validateurs aujourd'hui, vous voulez valider des champs. Si vous êtes sous Angular ou autre, vous allez faire vos validateurs en JS. C'est utilisé, c'est fourni par le framework Angular. Mais si vous êtes côté serveur, vous avez besoin de choses de ce valider, vous allez copier-coller, vous allez refaire dans le langage cible du serveur. C'est pareil pour le partage de ce qu'on appelle le modèle du domaine. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, on a un modèle de domaine qui est en view model côté JavaScript et puis qui est l'équivalent en code Java ou autre chose, .NET côté serveur. Là, en GWT, vous partagez le même type. On partage les mêmes types. Alors, ça, c'est ce qui va arriver dans GWT. Un mot sur Angular, parce qu'il y a aussi des choses qui intéressent plus ou moins Angular dans les prochaines versions qui vont arriver de GWT. Donc les avantages d'Angular, on en a parlé, productivité, structuration du code, MVC. Les inconvénients, c'est les performances, le scan permanent du DOM au runtime. Voilà, si vous avez des applications complexes avec un data binding, avec des tas de champs, avec des grilles qui font ce qu'on appelle du master detail, vous êtes sur une ligne, vous affichez le détail et vous voulez data binder tout ça en bidirectionnel, c'est un peu long. Là, l'idée des développeurs de chez Google, ça a été de se dire, bon, il y a des concepts qui sont intéressants d'Angular. Par contre, ce qu'on veut pas d'Angular, c'est le côté full écrit en JavaScript, avec surtout toutes ces opérations faites au runtime. C'est-à-dire que quand vous avez ce data binding-là, exécuté, cette boucle de digest qui est faite en Angular, tout est fait à l'exécution runtime. Gros avantage de GWT, on peut réfléchir à ce que vous avez dans votre code, et en fonction de ce que vous faites comme data binding, on peut de manière statique générer du code JS qui va pas s'amuser à faire 36 checks, puisque les checks, on les connaît, on les a analysés avant. Donc la réponse de Google, c'est Singular. Alors Singular, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'idée de Singular, c'est de réutiliser certains concepts MVC, binding, etc., d'Angular, et de rendre ce produit, en tout cas, ce framework, multi-device. Donc on va être capable de générer de l'Objective-C, on va être capable de générer de l'Android natif ou du web. Donc, ce n'est pas, attention, ce n'est pas un portage d'Angular en Java. C'est tout sauf ça. C'est une réécriture complète d'un framework Java basé sur les concepts intéressants d'Angular, avec le parsing des templates à la compilation, la résolution des directives à la compilation, pas de dirty checking, qui est l'analyse en fait de ce qui a changé dans votre modèle bidirectionnel pour faire du data binding. On tire parti du compilateur GWT pour réduire la taille des scripts. D'accord? Donc, tous les avantages d'Angular sans les défauts. Pour la petite histoire, c'est quand même, et c'est Google qui fait ce framework-là. Et de mémoire, je crois que c'est Google aussi qui fait Angular. Il y a des choses, des fois, que je ne comprends pas chez Google, mais je pense que les voies de Google sont parfois impénétrables. Donc Singular, en fait, c'est une API cross-platform, ici, avec la possibilité simplement de réutiliser le maximum de code Java. Vous allez, en fait, développer des templates pour le web, en HTML, des templates Android avec des fichiers XML, ou des templates UI Builder si vous faites de l'iOS. Et vous allez pouvoir partager les contrôleurs sur toutes les plateformes. Alors,
attention, j'insiste bien là-dessus. Les contrôleurs, c'est une partie située sur le client qui fait les opérations, validation, appel des services, etc. Mais ces contrôleurs-là, vous allez pouvoir les partager sur Android, sur iOS et sur les plateformes web. Ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui si on fait de l'Angular à la main, parce que c'est du code JS qu'il faut copier-coller. Et voilà, Objective-C, c'est du C, c'est pas du JavaScript. Donc, ça va transpiler beaucoup de choses et ça va générer beaucoup de choses. Aujourd'hui, rien n'a filtré, enfin, s'il y a des choses qui ont filtré, on a des design docs de Google, mais le plus intéressant est attendu dans les mois prochains avec la mise à disposition de ce framework-là. Et puis, je pense, une vraie communauté qui va se développer. Aujourd'hui, c'est pour l'instant un projet interne à Google. Alors, on a vu GWT 2.7, les avantages de la 2.8 avec le support de JDK 8. Un mot sur les Web Components. Les Web Components, c'est un standard dont on a pas mal parlé là encore lors de ce Devox, la possibilité d'utiliser des balises spécifiques avec une sémantique bien particulière. Tout ça dans un monde pur client, JavaScript. Pour les plus anciens d'entre vous qui connaissent un peu Flex, il y en a qui connaissent Flex. Voilà, bon, Flex, WPF, hein, tous ces frameworks qui ont existé depuis des années, c'est leur équivalent en full JavaScript, enfin full client, dans le navigateur, embarqué dans le navigateur. Voilà, pour faire simple en tout cas. Mais avec GWT 3, mais en tout cas dès la version actuelle de JS Interop, ça va être non seulement plus simple de faire des web components, mais beaucoup plus intéressant que ceux qui vont faire des web components avec du code JavaScript. Parce qu'en fait, dans les web components, il y a l'aspect déclaratif qui est là, et il ne faudra surtout pas oublier l'aspect événementiel, contrôleur. C'est-à-dire que quand je clique, le code que j'exécute, si mes composants sont dynamiques, s'ils doivent faire certaines choses en fonction d'un profil utilisateur, etc., il y a du code à exécuter, on l'oublie souvent avec les web components. Le gros avantage de GWT, c'est que vous allez être en mesure d'embarquer vos web components dans une application GWT grâce à JS Interop. Vous encapsulez totalement les composants web components. D'accord. Donc, pour ceux qui ont fait du GWT, vous avez une API existante widget aujourd'hui. Dans les années à venir, de moins en moins, on utilisera cette API widget. Pourquoi? Ça sert à rien de réinventer la poudre. Ça sert à rien de recréer des nouveaux widgets tous les ans, de les enrichir, de les faire en Java. Ils font ça très bien avec Polymer, ils font ça très bien chez Mozilla avec eTag. Ce qui va sûrement y avoir, c'est une intégration native des dernières évolutions de Polymer, d'eTag ou d'un autre framework qui arriverait en Java. D'accord? Donc, je vais vous montrer tout ça. Dans cette fameuse démo qui est encore mise à disposition sur GitHub, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer ce code-là. Ici, dans l'application eShopper, on a implémenté un web component, d'accord, ici sur la page contact, qui prend la main en fait, qui pose une question au départ sur où est-ce qu'on se situe, qui paramètre l'adresse de DNG Consulting qui est basée à Toulouse et qui nous donne le chemin avec Google Maps pour arriver sur Paris. Pour la petite histoire, c'est ce qu'on a fait en voiture hier avec mon collègue Romain parce que grève, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est complètement dans l'actualité du truc. Ce composant est un composant web component, c'est un composant polymère. Alors, comment est-ce qu'on l'a utilisé? Dans Contact View IMPL ici. Alors je vais d'abord vous montrer le fichier UIBinder, donc XML. Vous avez, donc c'est l'équivalent des templates que vous voyez, hein, Angular ou autre, sauf que c'est des templates statiques. Vous définissez les choses ici, et ça va générer du code Java qui va régénérer du code JavaScript un peu plus tard. Donc ici, vous avez Geolocation, Google Maps, voilà, tout ça, ce sont des composants. Alors, polymère ou pas, c'est pas très important. Pourquoi? Parce qu'à terme, ce sera peut-être des composants natifs fournis par votre navigateur. En fait, ce sera des web components natifs. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'utilisation dans le code Java de ces web components. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, si demain, des applications de centaines d'écrans sont développées en web components, le bazar que ça peut faire si on ne structure pas, si on ne trouve pas un langage structuré pour ça. Ici, on va le faire en Java. Contact View IMPL. UI Field Google Maps.
l'objet que vous avez vu Google Maps en eBinder, donc dans mon template, est un objet Java Google Maps ici. L'objet geolocation est aussi un objet Java. Direction aussi. Voilà. Donc on fait certains tests là. On ajoute des listeners, voilà, des petites lambda expressions. C'est vraiment le projet qui cumule toutes ces innovations, ces nouveautés HTML5. Vous les avez. Donc quand on me dit GWT c'est encore en vie, non seulement c'est encore en vie, mais quand vous voyez ça, on se projette déjà dans le futur. Donc ce qui est intéressant, c'est ces objets là. Et on a quoi derrière? D'accord? On va dans Google Maps. On s'aperçoit que l'objet Google Maps, c'est un web component, puisqu'on hérite d'HTML element. D'accord? HTML element. Et lui aussi un JS interop qui a été encapsulé avec JS type. D'accord? Voilà. Geolocation ici. Qu'est-ce que c'est? Même principe, c'est le web component. Donc en fait, on ne passe que par des interfaces de ce type-là, avec des annotations. Il n'y a plus du code un peu complexe, JavaScript embarqué dans du Java. Non, on laisse à JavaScript le monde JavaScript. Et tout ce qu'on fait, c'est définir des signatures de méthode qui sont exactement les signatures JavaScript. Mais non, on est dans un monde fortement typé. Donc là, je suis en mesure de créer mon IHM ici. D'accord? Get detail, get latitude. Voilà. Et je suis dans le monde Java. J'ai pas un CSS avec du tag moustache qui m'appelle du... Je suis désolé de vous montrer du code Java, ça existe depuis 20 ans. Enfin, c'est pour ça que parfois on a vraiment l'impression d'être pris comme le gars qui est dans le placard et qu'on sort quand vous... Voilà, on dit mais non, nous on fait du tag moustache, toi tu fais du Java. Donc voilà, ça reste du Java simple, on exécute ici et qu'on peut exécuter assez facilement. Donc dans GWT3, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des breaking change. Depuis 10 ans que GWT existe, il y a eu très peu de breaking change. Quand je vois Angular 2 qui casse tout en 2 ans, là, il a fallu attendre une dizaine d'années dans GWT pour casser certaines choses. Et il faut, parce qu'il y a des choses qui doivent être modifiées, réarchitecturées, etc. Donc on va voir JS Interop V2 qui va aller plus loin en termes de verbosité pour que ce soit beaucoup plus optimisé. On va pouvoir passer du JS avec des paramètres, etc. Elemental V2, vous allez avoir systématiquement un outil qui va vous télécharger les dernières specs, si vous voulez utiliser les dernières specs du W3C. L'ancien DevMod va disparaître. Il n'a plus aucun intérêt maintenant. D'accord? Des collections encore plus rapides. Ici, le support natif de Delta.js, des service workers, des WebSockets, tout ce qui va être apporté par les futurs API HTML5 sont utilisables de manière très simple dans du GWT, de manière très simple. Ici. Donc en résumé, ce qu'on va avoir dans les années à venir, c'est ces lambda expressions qui vont peut-être se généraliser. C'est l'apparition d'un JS interop beaucoup plus évolué. C'est aussi la possibilité d'avoir ce data binding. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi un peu ce qui tourne autour de l'ordre Object Observe en JavaScript qui permet de faire un data binding beaucoup plus évolué que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Angular et le dirty checking. Donc vous allez avoir des IHM Java qui vont tirer parti d'Object Observe, donc ça sera performant en termes de data binding, et surtout, on passera par un compilateur. Les web components vont évoluer, donc nativement, on va bénéficier de ces web components dans GWT. Quand on voit cette architecture-là, d'accord, voilà, je suis désolé, moi je préfère de loin, avoir un code structuré, full Java, maintenable. Alors oui, effectivement, prenez n'importe qui connaît Java, il saura coder ça. Prenez quelqu'un pour développer de l'Ember, du React, on l'a vu dans la session précédente, 4 syntaxes différentes, avec des dièses, des accolades, des tirets. À la fin, on se dit, OK, et on a vu que des to-do, Donc, j'imagine même pas développer des applications avec des centaines d'écrans, avec des contrôleurs complexes, etc., dans des langages comme JavaScript. Et même, encore une fois, eux-mêmes ne l'imaginent pas, sinon on n'aurait pas ES6, on n'aurait pas ES7, on n'aurait pas TypeScript et tous ces langages qui arrivent. Donc, voilà, le code est à disposition ici. Les vues sont dans le package vue, ici. Vous avez les différentes activités. Pour ceux qui connaissent un peu Android, c'est le même principe avec ces activités ici. Contact activity, voilà. On montre aussi, à travers cette application,
Parce que souvent, quand on parle de GWT, on dit oui, c'est pas forcément très beau, on est très contraint par les CSS. Non, pas du tout. Vous avez vu l'IHM qu'on a récupéré. On a téléchargé un template CSS qui est sur le web, les mêmes templates qu'on trouve chez WordPress et je ne sais quoi. On l'a pris, copié-collé, on a juste modifié le CSS, intégré sous la forme d'un GSS. On voulait faire du tracking avec Google Analytics pour savoir quand est-ce qu'on passe dans les pages, etc. Vous savez qu'on a un petit bout de code JavaScript à intégrer dans nos pages et après, à chaque fois qu'on est dans une page, il faut appeler. Bon, ben là, vous êtes voilà, on le fait en Java. Track universal page view et puis on définit ici ce qu'on veut traquer. Donc si vous allez dans Google Analytics, vous allez voir l'expérience, enfin le cycle de vie des pages et les statistiques associées à vos pages. Donc voilà. Juste pour revenir sur Contact View, ici, vous aurez remarqué aussi le mélange intéressant du littéral, donc de l'utilisation de div, ici, avec des web components. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut structurer à un moment donné quand on veut, mais on peut déstructurer dès qu'on n'a plus besoin. Vous avez un designer qui vous fait avec Dreamweaver ou je ne sais quel outil qui vous pond du HTML, vous prenez ce HTML, vous le copiez-collez. Par contre, pour certains composants plus sensibles, les grilles, vous voulez un data binding avec une vue master detail, avec des choses un peu compliquées, voilà, vous pouvez utiliser soit un web component, soit un composant à vous, mais le structurer de cette manière-là avec du déclaratif. Alors il faut savoir que UIBinder aujourd'hui a besoin d'être compilé et ça génère du Java qui génère du JavaScript. Inconvénient, on ne sait pas faire, ou en tout cas difficilement, des templates dynamiques. Alors, à quoi ça sert des templates dynamiques? Ça peut être intéressant sur des sites portail, typiquement, où l'utilisateur veut customiser complètement son look and feel. Il le fait une fois que l'application est déployée. Il ne va pas recompiler son appli pour ce genre de choses. Mais ils y travaillent. Donc, dans les mois qui viennent, vous allez voir dans GWT la possibilité de passer par des templates dynamiques comme Angular ou tous ces outils JavaScript à base de templates. Il travaille énormément aussi sur l'association du compilateur avec un environnement d'intégration continue pour pouvoir compiler des choses à partir de jars qui sont pris du web, faire des bouts de JavaScript, etc. Ça, c'est encore un petit peu monolithique aujourd'hui, mais il y a tout un pan d'activités chez Google basé là-dessus avec deux très très bons développeurs de Google autour de ça. Voilà pour GWT. Donc, si vous avez des questions, GWT 3.0 est attendu d'ici l'année prochaine. J'ai cru comprendre qu'Angular 2 avait des soucis parce que les gens se posaient des questions s'ils allaient adopter Angular 2 ou pas. Ben, ouais, si vous pouvez conseiller à vos collègues qui se posent la question, c'est pas la peine. Hein. Enfin, là, avec Google, avec GWT 3.0, ils ont voilà, pas la peine d'attendre ES5, ES6, ES7. On a aujourd'hui avec JDK 8. Alors, autre avantage de JDK 8, c'est que les développeurs qui font je caricature du struts, etc., et qui voient JDK 8, ils disent, mais on peut pas l'utiliser parce que nos environnements serveurs, il faut attendre 3, 4 ans, 10 ans pour qu'on les migre. Ils sont déjà en JDK 1.5, on va attendre qu'ils soient à 1.6 et les passer en 1.7. L'avantage avec GWT, c'est que vous n'utilisez la version 8 que pour générer votre JavaScript. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que sur des vieux Tomcat qui traînent en JDK 1.5, vous pouvez quand même utiliser la 1.8 sur votre couche de présentation. Et juste garder une compatibilité avec les classes serveurs pour le reste. Le JDK ne vous sert qu'à générer du JavaScript. Donc à la fin, c'est un JS que vous déployez, c'est un fichier WAR. Vous oubliez ce JDK 8. Vous voyez ce qui est intéressant avec cette compilation? Voilà. Donc vous voyez aussi pourquoi on s'arrache les cheveux quand on voit 5 syntaxes différentes et des gens qui nous promettent un super JavaScript dans 3 ans. On l'a déjà avec GWT. Merci.